On dit bonjour, bonjour. Parce que j'ai passé beaucoup de temps au Québec, ils sont vraiment super polis, contrairement aux Français. Alors, je suis Fania Noël, comme elle a dit Leïla, je suis militante, entre autres, au collectif Moi Si. C'est dans ce cadre-là que je vais parler et donner des exemples. Alors, on va commencer par la définition. La misogynie noire, c'est la racialisation du sexisme que subissent les femmes noires. C'est-à-dire, c'est l'articulation de la négrophobie et du sexisme, et ça crée la misogynie noire, c'est-à-dire la misogynie appliquée aux femmes noires. Il ne faut pas le voir comme des lasagnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent l'intersectionnalité lasagne, là, les empilements, mais on ne fait pas ça. On ne fait pas de lasagne, parce que déjà on est végane, donc on ne fait pas de lasagne, mais on comprend comment s'articulent les dominations et elles créent une nouvelle domination. Donc la misogynie noire, c'est une oppression spécifique, c'est pas le racisme d'un côté mélangé à du sexisme, c'est quelque chose de spécifique. Et dans le cadre des violences sexuelles, je pense que pour donner corps à mon propos, un élément qui a marqué ces derniers mois, c'est le cas de Justine. C'est pas son prénom, c'est le prénom utilisé dans la presse. C'est cette petite fille de 11 ans qui a été violée par un homme qui est noir, réunionnais, et qui a été enceinte de ce viol quand elle avait 11 ans. Il y a eu un procès très longtemps après, et l'homme a été acquitté. Et ce qui était intéressant dans ce procès assez ignoble et la réponse à ce procès, c'est que l'un des argumentaires utilisés par cet homme, il a dit qu'elle ne faisait pas son âge. Je ne sais pas quel âge on peut avoir quand on a 11 ans, mais il connaissait, vu que c'était quelqu'un de son entourage, donc même si elle ne faisait pas son âge, il connaissait son âge, passons ce détail-là, mais qu'il a senti la chaleur de l'Afrique. Donc dans une salle d'audience en France, un homme qui est noir peut dire, maintenant d'une adulte, mais de sa victime qui était un enfant, pour se dédouaner du fait qu'il a abusé d'elle et que ce viol a fait en sorte qu'elle est tombée enceinte, qu'il a senti la chaleur de l'Afrique. Et cet élément est entendu par les jurés. C'est-à-dire que là, on a un exemple assez parlant du fait que quand on nous explique comment marche la justice, effectivement, la justice en France est raciste, etc. Mais là, dans ce cas-là, où les deux parties sont des Noirs, appartenant à une communauté qui est envoyée à la sauvagerie, c'est quelque chose de dire, ah ben, chez eux, ils font ça, là. C'est eux, voilà, eux, là, on peut enceinte par le viol une enfant de 11 ans et dire que ça lui a rappelé la chaleur de l'Afrique, comme, voilà, il était loin de chez lui, etc. Et c'est entendu, et on peut être acquitté. Donc moi, je pense que c'est extrêmement important, ce cas, pour dire que le sujet politique de notre féminisme en tant qu'afroféminisme et du féminisme, le sujet politique d'un féminisme qui s'inscrit dans le fait que c'est un féminisme qui refuse le racisme. Le sujet féministe, c'est ces jeunes filles comme Justine, qu'elles soient noires, arabes, asiatiques, etc. C'est ça le sujet féministe de notre lutte. C'est elles qui doivent être protégées, et c'est ce sujet qu'on doit mettre au centre, le retirer de la marge et de dire comment on protège Justine, comment on la protège. Parce que devant une cour de justice comme ça, Justine est renvoyée à le fait qu'elle est un objet qui peut être mise à disposition. Et là, on a plusieurs victimes. On a Justine, sa famille, mais on a un enfant noir qui se retrouve dans le système français de placement. Parce qu'on a un enfant noir, victime de viol, qui a été placé quelque part. On ne sait pas où et on sait comment ça a été traité. Donc on a plusieurs victimes collatérales de ça. Et pour nous, dans Moi Si, ça a été assez avec les positions qu'on a, parce que c'est en fait comment on fait pour être à la fois contre les politiques carcérales, contre plus de police et plus de prisons, et en même temps protéger ces cas-là, parce que dans ce cas-là, notre réaction c'était mais mettez-le en prison, oubliez la clé, oubliez même de le nourrir.
Voilà, ça c'est notre réaction. Et après, il faut penser que voilà, l'incarcération ne règle rien. Et comment on fait pour être féministe, anti-carcérale, pour être afroféministe, et en même temps vouloir protéger nos sœurs des prédateurs, et des prédateurs qui nous côtoient dans notre cercle familial. Donc il faut penser ça. Est-ce qu'on est au point politique d'organisation où on peut se passer de faire appel à la police? Non. On n'est pas au point politique d'organisation où quelqu'un comme la jeune femme qui a été défenestrée et dont le corps est resté sur le sol à Montreuil plusieurs heures, puisse aller voir une organisation qui ne soit pas raciste, une organisation faite par nous, et qui puisse lui proposer un parcours sécuritaire pour la sortir de ça. On n'est pas à ce point-là parce qu'effectivement, on n'a pas les financements que d'autres organisations qui ne font rien et qui ne servent à rien ont. On n'est pas à ce point-là parce qu'on est des collectifs de militants, des collectifs qui font de la débrouille, parce que l'accompagnement, le travail social, ça demande énormément de temps et énormément d'énergie. On n'est pas à ce point-là. Mais je pense et on pense à moi aussi que c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'organiser notre protection et notre autodéfense, qu'elle soit politique, intellectuelle, physique, en tant que féministe. C'est notre objectif. Notre objectif, c'est de dire que l'institution policière qui est un danger pour nous ne peut pas nous protéger comme on le voudrait, et de toute façon ne nous protège pas, vu qu'on voit que même en allant devant la justice, ces criminels ne sont pas condamnés. Donc nous, on pense ça et on fait des actions comme pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. On a organisé des ateliers avec des gens qui étaient là, comme Marie qui a animé un atelier, des artistes et des personnes qui sont venues et qui ont créé, qui ont conçu une mobilisation. Donc on fait de plus en plus d'actions où il y a des femmes noires qui viennent, qui sont militantes, d'autres qui ne sont pas militantes, où on imagine tout ensemble des mobilisations, qu'elles soient en ligne, qu'elles soient sur le terrain, de comment on peut faire pour créer des solidarités à notre petite échelle, comment on peut faire pour aider quelqu'un, pour qui a besoin d'une cagnotte, qu'est-ce qui pourrait marcher, qu'est-ce qui ne marche pas, comment on fait pour avoir plus de liens. Donc là, en ce moment, on discute beaucoup avec d'autres collectifs afroféministes qui sont à Paris ou en région Île-de-France, de créer des liens intergénérationnels avec nos tantines pour comprendre c'était quoi les systèmes de solidarité qu'elles avaient, qu'on peut reproduire, démultiplier, et en mettant notre petite sauce avec l'utilisation d'Internet. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Il y a un collectif qui s'appelle le collectif Afrofem, qui est basé à Paris, qui le mois prochain ouvre une permanence une fois par mois pour les femmes précaires et qui cherchent des bénévoles pour les aider. À Lyon, elles font de l'accompagnement aussi. En juillet, on se retrouve entre tous les collectifs afroféministes de France, de Belgique et de Suisse pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et je pense qu'il y a eu vraiment un choc, mais un choc terrible. Du cas de Justine, en fait, ça a été parce que je pense que l'être le plus vulnérable dans cette société, le plus vulnérable au sein de sa sphère privée, ce sont des petites filles. Au plus vulnérables de ça, et l'accès qu'on peut donner à leur corps par des gens qui peuvent être proches ou même éloignés, même dans l'institution scolaire. Et ça, c'est extrêmement important qu'on ait cette conversation, qu'en même temps qu'on ait cette conversation sur l'État, etc., mais cette conversation sur, on a eu une rencontre avec des mamans et des tantines plus âgées que nous, et il y a eu des conversations un peu houleuses sur le fait qu'on ne peut pas laisser tout le monde rentrer chez soi, et que l'hospitalité afro-caribéenne, qui est bien connue, doit avoir une limite sur le contrôle de qui reste chez soi, qui on héberge, pourquoi on les héberge, parce que ça crée des problèmes et des non-dits, etc. Donc c'est des conversations intergénérationnelles qu'on a, qui sont difficiles à comprendre, parce qu'il y a un truc de... Vous nous reprochez, mais on a fait ce qu'on veut. Non, c'est pas. On vous reproche juste de dire que c'est pas tous les oncles et les cousins qu'on est obligé d'accueillir dans son espace personnel. C'est pas ça. Donc c'est des conversations qui vont doucement, qui sont pas faciles et qui demandent beaucoup de compréhension, mais qu'on doit avoir dans ce genre d'espace. Et c'est ça notre auto-organisation et la solidarité. Ça se fait à petite échelle avec des moyens vraiment
des petits moyens, mais penser ça et penser cette autodéfense. Et quand on va manifester, on fait de l'autodéfense politique, qu'on produit des textes, on fait de l'autodéfense intellectuelle, qu'on produit du discours sur nous-mêmes, mais il faut qu'on pense l'autodéfense physique. Donc, moi, mon rêve, bon, je sais que c'est un record, c'est d'avoir, comme, je ne sais pas si vous avez Black Panther, là, les Dora Milaje, et quand il y a un vieux porc qui agresse quelqu'un, on lui brise les jambes et on le met dans un coffre, mais on n'en est pas encore là. Mais s'il y a des gens qui donnent des cours, un jour on fera ça. Mais, mais plus sérieusement, voilà. Donc moi je crois vraiment à l'autodéfense communautaire, à comment on organise la réparation, parce que je ne pense pas que mettre des gens en prison ça répare les victimes, comment on organise la vraie réparation, comment ça se fait qu'on laisse des gens mais brisés psychologiquement, parce qu'aller voir des psys, voilà les psys qu'on se tape aussi, il n'y a pas, voilà, il y a vraiment pas assez de ça, et pensez ça, donc il y a des listes qui sont faites, le travail que fait Amélie, par exemple, avec son collectif pour la santé mentale, c'est vraiment bien d'avoir des listes de psychologues et de personnes pour ça, parce qu'on est, enfin, ça crée des gens brisés. Donc moi, c'est ça ce que je voulais dire, c'est qu'on essaye de s'organiser sur la base afroféministe, parce qu'on comprend qu'il y a toute une problématique sur l'hypersexualisation des corps des femmes noires, le fait qu'il y a toujours un discours de, comme pour Nafissa Studalo, de toute façon, elle n'est pas violable. Genre, il y a des gens qui sont violables, des gens pas violables, genre les femmes noires qui ne sont pas dans les canons de beauté, etc. Et tout un discours de ça qu'on essaye pas d'affronter. Voilà, ce qu'on est, c'est qu'on est dans la confrontation et assumer cette confrontation et assumer que cette confrontation sera violente parce que ce sera eux ou nous. Et à la fin, on décide de nous choisir nous-mêmes. Merci. Vous parliez tout à l'heure d'une pensée féministe anticarcérale. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est, s'il vous plaît? Enfin, ou m'expliquer en tout cas pour moi. Alors, le féminisme anticarcéral, c'est de penser la justice réparatrice et reproductrice, c'est-à-dire dire que la prison est un lieu et un des lieux, moi je pense, la prison et les hôpitaux psychiatriques, de privation de liberté extra-juridictionnelle horrible. C'est qu'il n'y a pas de réparation ni pour les victimes, ni pour la société, ni pour la communauté, en enfermant quelqu'un, en lui disant à quelle heure il doit faire pipi, à quelle heure il doit manger, avec qui il doit faire, qui il doit penser, et après, et en plus ce qui se passe avec parfois des personnes qui ne voient même pas le soleil, on ne répare ni les victimes, ni la société, ni la communauté, et il faut repenser la question de la réparation. C'est-à-dire priver quelqu'un de sa liberté, ça ne répare pas en fait, c'est pas ça la réparation. Penser la justice comme la réparation des victimes, mettre au centre les victimes, ce n'est pas condamner des personnes à vie, à 10 ans, à 5 ans, etc. Mais dire, ben voilà, cette personne a fait du mal à quelqu'un, a pris quelque chose de quelqu'un, mais la dépossession que ça a engendré, ça dépossède aussi la communauté. Mais priver une personne de sa liberté dépossède aussi la communauté dans le sens où on ne peut pas bannir quelqu'un, l'extraire de ce qu'on est en termes de communauté, d'interaction, c'est le rendre encore plus, je ne sais pas qui disait ça, mais à force d'être traité comme un animal, il y a l'animosité qui se crée. Ben, on ne peut pas traiter des êtres humains, des individus, en réduisant ce qui fait l'individu à 3 mètres sur 3, et être dans un féminisme anti-carcéral, c'est de dire que la justice qu'on mérite, ce n'est pas une justice de privation de liberté, c'est une justice qui nous donne réparation, qui donne réparation aux victimes et réparation à la communauté du mal qui a été fait, et que cette réparation doit être prise en charge par toute la communauté, parce que penser une société, pour penser une société sans prison, la pensée de la société sans prison, c'est une société où il y a pas, on a combattu pour la justice sociale, c'est une société qui ne fabrique pas des personnes cassées socialement, c'est penser toute cette société et penser en sorte que la communauté est assez forte pour regarder en face ce qu'on a produit et dire que les personnes qui commettent ça, les hommes qui violent des femmes, ce sont des produits du patriarcat et ça doit être pris en charge pas
toute la communauté de dire que ce patriarcat, vous en êtes responsable parce qu'il y a des gens qui les protègent, qui les ont emmenés à ça, et on doit prendre cette responsabilité-là. Et je pense que c'est extrêmement important, en tant que féministe, d'être contre toutes les lois punitives, contre plus de police dans la rue, contre le nettoyage urbain qui a lieu dans des quartiers à Paris, sous prétexte de virer les travailleuses du sexe, par exemple à Belleville, parce qu'il y a des personnes blanches de classe moyenne qui arrivent et qui ne veulent pas être dérangées, alors quand elles ont visité, ben, c'était comme ça, là. Donc elles ont tout de suite découvert qu'il y avait du bruit le soir. Mais enfin, quand tu as visité, c'est comme ça, je ne vois pas pourquoi tu essayes de changer. Et voilà, donc de penser que plus de police et plus de prison, c'est encore plus de risques pour nous. Et en même temps, de dire, mais en attendant qu'on ait cette société de justice sociale, on ne peut pas être des victimes et qu'il faut accompagner, quand des femmes sont victimes de violences conjugales, pouvoir les accompagner auprès de la police si elles veulent porter plainte. Et surtout, parce que les épreuves sur le viol, d'aller porter plainte, il faut être accompagné. Il faut être accompagné d'une une super avocate, parce que les policiers, la police fait partie de la culture du viol. La police est une des institutions qui est là que pour protéger les biens et non pas les personnes, et surtout pas les personnes, comme on dit en créole haïtien, les non-moun, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas des gens, c'est-à-dire qu'on retire les femmes racisées, et ça c'est une pensée extrêmement importante, mais c'est une pensée qu'on retrouve, par exemple, Sanité Belair, qui est une révolutionnaire haïtienne. Bon, elle a quand même dit qu'il fallait couper la tête à tous les blancs, mais ça c'était à part, mais qu'il fallait essayer d'imaginer la non-captivité, parce qu'après des siècles de captivité en tant qu'esclave, on ne pouvait pas juste réouvrir les prisons contre ceux qui, par exemple, qui avaient refusé de participer à la révolution haïtienne, etc. Donc c'est un point assez important.